Regardez, c'est sans doute un des plus beaux paysages viticoles de Bourgogne. Nous sommes juste derrière la roche de Vergisson. Ici, juste à côté, c'est la roche de Solutré. Et c'est le point de départ de notre balade qui va nous faire découvrir une partie du vignoble du Mâconnais et puis certains de ses vignerons. Mais dans cette émission, nous parlerons également des vendanges. Nous verrons que c'est de plus en plus technique, y compris dans des opérations qui ont l'air toutes simples. Nous visiterons une entreprise qui conçoit et fabrique sur mesure du matériel pour des viticulteurs. Et puis, un chef d'un restaurant du coin nous préparera un de ses plats fétiches et nous dira avec quel vin il aime les servir. Pancake, ice cream, french fries, hamburger, milkshake, donuts and chocolate, chocolate. Carrot, radish, cabbage, celery, whole wheat sandwich and cucumber, cucumber. Le Mâconnais est le vignoble le plus au sud de la Bourgogne. De Tournu à Saint-Véran, il s'étend sur une bande de 35 km de long et 10 de large. Du nord au sud, c'est un enchaînement de beaux vallons et de paysages grandioses dominés par des roches monumentales. Ici, le cépage chardonnay est roi. Il donne des vins blancs très aromatiques avec des notes de fleurs blanches, de fruits et d'agrumes. Il existe également une production de crémant et un peu de rouge avec le gamay, le cépage du Beaujolais voisin. Le Mâconnais fournit environ un quart des vins de Bourgogne, produits en grande partie par des coopératives, une spécialité connue pour offrir un des meilleurs rapports qualité-prix de la région. Le Mâconnais se partage en 6 appellations villages. La plus importante en volume est l'appellation Mâcon, à laquelle on peut adjoindre le nom d'une commune comme Lugny, Igé ou Chintray. Les 5 autres appellations sont Viré-Clessé, Pouilly-le-Chai, Pouilly-Vinzel et les 2 plus connues, Saint-Véran et Pouilly-Fussé. Pour commencer notre balade, direction le hameau de Pouilly, où nous attend Denis Jandot, un jeune vigneron sensible et dynamique. Bonjour Denis. Bonjour. Il est bon? Il est au top. Enfin, il lui manque encore une petite dizaine de jours, je pense. Et alors ça sert à quoi de goûter? Ça sert à voir la maturité du raisin, à sentir l'équilibre sucre, acidité, et puis aussi tout le côté aromatique, aromatique du raisin qui après donnera le vin, quoi. Donc faut que ça ait des arômes. Pour moi, c'est essentiel de cette partie-là, elle est primordiale. Et là, c'est pas tout à fait au point encore, hein? Là, pas encore tout à fait. On sent qu'aromatiquement, ça commence à devenir intéressant, mais pour moi, il faut encore attendre une petite dizaine de jours. Parce que là, l'heure d'aujourd'hui, ça doit faire vers les 11 degrés, probable. Et puis là, on va prendre, je pense, à 1 degré tous les 5 jours, vu qu'on est situé début septembre et qu'ils ont un beau soleil. Donc jusqu'à atteindre quoi, 12-13 degrés, c'est ça, hein? Voilà, entre 12,5 et 13 degrés. On est à côté du hameau de Pouilly, là, donc on est sur l'appellation Pouilly-Fussé. Mais vous faites pas que ça, vous, hein? Vous faites plusieurs appellations. Je fais également aussi un petit peu du Viré-Clessé, modestement, mais un petit peu, puis un petit peu de Saint-Véran aussi. Qu'est-ce qui les distingue, ces différents vins du Mâconnais? Après, l'appellation Viré-Clessé, c'est une appellation qui est assez récente. Hein. La spécificité, c'est qu'on a pas mal de raisins qui sont un peu muscatés, puisque c'est des chardonnays, mais qui ont un très léger goût muscaté, qui donne une certaine richesse un petit peu à l'appellation Viré. Puis sur Viré, on est sur des sols quand même très argileux dans l'ensemble, argilo-calcaire, mais peut-être plus argileux qu'ici. Moins de calcaire, moins de cailloux. Ouais, et un peu plus argileux, qui donne des vins assez riches. Et alors Pouilly-Fussé, où on est, c'est quoi? Ce qui caractérise l'appellation Pouilly, c'est la plus ancienne des appellations du secteur. Hein. On a tendance à avoir des sols un peu plus sur les caillouteux, qui donnent des vins un peu plus minéraux, un peu plus profonds. Ça a été un peu le fer de lance de la région, et les autres appellations, à l'heure d'aujourd'hui, suivent la même dynamique, et c'est super pour la région. Merci Denis. À ce moment-là, les vendanges n'étaient pas commencées. Aujourd'hui, elles sont bien entamées. C'est le grand moment de l'année pour les viticulteurs qui font en sorte de ne garder que le meilleur, même quand il s'agit d'opérations aussi simples que le tri. C'est le 3e jour de vendange au domaine Ligné-Michelot. Leur lignée, la propriétaire ordonne les rangs. Les consignes de coupe, elles, ont été données au tout début. Normalement, on coupe tout, mais
il faut quand même pas être bête, c'est-à-dire, c'est typique, voilà. Ça, ils l'ont coupé, mais ils l'ont laissé dans la vigne, parce que il y a quand même pas grand-chose à récupérer là-dessus. Ça, ils l'ont même pas coupé du tout, et c'est normal, parce qu'on voit bien qu'il y a une pourriture, et par conséquent, ça va contaminer tout le reste. À ce stade, les raisins ne sont pas réellement triés. Pour être faite minutieusement, l'opération serait trop longue. C'est donc lors de la mise en caisse que s'amorce la première sélection. Mon rôle premier, c'est de faire un pré-tri. J'enlève tout ce qui est verjus et puis moisissure. Le verjus étant en fait le raisin qui n'a pas suffisamment mûri. C'est en cuverie qu'est réalisé le premier vrai tri. 5 personnes enlèvent les feuilles, les cailloux et les grains pourris. Mais ici on est perfectionniste. 2 autres trieurs sont donc chargés d'une autre opération bien particulière. Nous on fait le tri positif ici. Donc c'est tout ce qui est mûrant, on y garde pour les mettre en cube directement. Tout ce qui est petite grume, comme ça en fait. Voilà, c'est ce qui est concentré en sucre. Ces petites grappes sont gardées avec la tige, ce qu'on appelle la rafle, et sont mélangées au baies égrappé. Pour Virgile Ligné, le propriétaire, ça fait toute la différence. Ça fait des vins toujours d'une élégance inouïe. J'en ai discuté avec mon père il y a quelques années et dans le temps il n'y avait pas des grappes poires, ça n'existait pas. Et la vendange entière était quelque chose de naturel. Et donc j'ai réfléchi par rapport à ça. Moi je le fais suivant les vignes. Donc les vieilles vignes m'apportent beaucoup de belles grappes parce que comme on a moins de baies, la rafle profite aussi et il y a une maturité des tanins dans cette rafle. Voilà. Selon les années, la quantité de rafle qui macère avec les baies varie. Si 80% de la qualité des vins dépend de la vigne, Virgile Ligny estime que les 20% restants sont dus à la qualité du tri. Nous continuons notre découverte du vignoble du Mâconnais avec un passionné. Jean-Michel Drouin est l'héritier de 5 générations de vignerons. Nous le retrouvons sur une de ces parcelles, située juste en dessous de la roche de Solutré. Bonjour Jean-Michel. Bonjour madame. C'est le paradis des vignerons ici, non? Surtout par cette journée là, c'est vraiment super. Et à 7-8 jours des vendanges, c'est magnifique. Et alors cette roche qu'on voit, Oui. ça montre qu'ici, le caillou est important, non? Bien sûr, bien sûr. Les éboulis de la roche ont fait on est sur des terrains hyper calcaires ici. Et c'est ça qui donne le goût particulier au Qui vin? donne ce côté minéral au vin, cette droiture, cette tension au vin. On n'a pas le gras qu'on peut trouver sur des villages plus en bas comme Fuissé ou Pouilly, mais ça fait des vins magnifiques avec un très beau potentiel de garde. Pourtant, les vins du Mâconnais sont connus pour être des vins, je dirais pas d'entrée de gamme, mais c'est des petits vins en Bourgogne, non? Ici, on n'est quand même pas on est vin du Mâconnais, mais on est quand même Pouilly-Fuissé. Pouilly-Fuissé, c'est quand même c'est l'élite des vins blancs du Mâconnais. Hein. Vous avez le Pouilly-Fuissé, après les Saint-Véran, et puis après les Mâcons. Hein. Là, je pense que sans problème, on rivalise avec nos cousins de la Côte d'Or. Hein. Et voire même dans certaines dégustations à l'aveugle, on les dame le pion, et facilement. Il y a des grosses surprises. Ils ont des très beaux noms, nous on a un joli nom aussi, mais souvent ils ont du souci à se faire avec des grandes cuvées de Pouilly-Fuissé. Et qui tiennent aussi longtemps qu'au niveau de la durée dans le temps. Un Pouilly-Fuissé peut se garder 20 ans, hein, sans problème. Ah oui? Oui, pas tous, non, mais il y en a beaucoup qui peuvent se garder 20 ans. Quand c'est bien vinifié, quand il y a un bon terroir, et quand il y a un viticulteur passionné, on peut faire des choses merveilleuses avec des Pouilly-Fuissé. Le Pouilly-Fuissé, sur 760 hectares, se fait sur 4 villages plus un hameau. Le village de Chintré, en partie, le village de Fuissé, le hameau de Pouilly, puisque la commune c'est Solutré-Pouilly, Oui. Et Solutré et Vergisson. Donc 5 terroirs déjà différents, mais complètement différents, de par l'altitude et de par la structure du sol. Si bien qu'une personne qui découvrirait le Pouilly-Fuissé pour la première fois de sa vie aurait la chance de boire un très bon Pouilly-Fuissé provenant de Chintré. Alors il s'en ferait une image, une idée, un goût. Oui. Cette même personne se retrouverait 2 mois après chez un ami qui lui ferait déguster un très bon Pouilly-Fuissé de Vergisson. Je prends les 2 extrêmes. Il se dirait, mais c'est pas du Pouilly-Fuissé, c'est pas ce que j'ai bu, c'est pas l'image que j'ai d'un Pouilly-Fuissé. Et ça serait aussi un Pouilly-Fuissé. Et entre, il y a Fuissé, il y a Solutré, il y a Pouilly. Donc lequel est le véritable Pouilly-Fuissé, ça, mais c'est ce qui fait la magie, parce que ça fait des styles de vin différents, et chaque consommateur il trouve son goût, quoi.
Les terroirs, les vignerons de Saint-Véran, Pouilly-Locher, Vinzel et Pouilly-Fussé cherchent aujourd'hui à les mettre en valeur. Ils ont entamé pour cela une démarche pour obtenir des appellations premier cru. C'est l'initiateur du projet sur Pouilly-Fussé, Frédéric Marc Burier, qui nous en parle. Asseyez-vous. Frédéric Burier, il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que dans le Mâconnais, il n'y a aucun premier cru, aucun grand cru. C'est le seul vignoble de Bourgogne comme ça. Oui, c'est le seul vignoble, c'est la seule région bourguignonne qui ne bénéficie pas de la hiérarchisation qui apporte tant d'importance dans le prestige bourguignon. Absolument. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un fait historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous étions les seuls en Bourgogne à être dans la zone libre. Ce qui était à l'époque évidemment plutôt une chance, hein, bien sûr. Mais tous nos collègues du Nord, les Chalonnais, les Côtes-d'Oriens, les Chablisiens, eux étaient en zone occupée. Et à l'époque, les réglementations étaient, et la pression naturellement de l'occupant n'était pas la même des deux côtés. Et donc il y avait certaines lois de réquisition qui avaient été conclues entre l'occupant et l'État français, qui faisaient que l'occupant pouvait confisquer les vins ordinaires, mais pas les vins classés. Dans l'urgence, à partir de 1941, les premiers crus ont été créés, sachant que les grands crus l'étaient déjà, puisque ce sont des AOC hein, en tant que tels, et ils ont été créés en même temps que les AOC communales, comme Meursault, Pouilly-Fussé, etc., dans les années 30. Voilà, donc ça date en fait, les premiers crus bourguignons du Nord datent d'octobre 43. Hein. Quels sont les éléments qui fondent en fait cette demande ? Depuis mars 2010, on a déposé un dossier, une demande de reconnaissance, c'est le terme officiel. Et dans ce dossier, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'historique et la notoriété de nos principaux climats. Nos vignerons, depuis un siècle ou plus, ont utilisé un certain nombre de ces climats dont on parlait, plus que d'autres. Parce qu'ils ont identifié ces climats-là comme étant des parcelles qui produisaient des vins exceptionnels. Et ça, c'est un élément déterminant sur le dossier. Oui, absolument. Il y a 200 climats dans le Pouilly-Fussé. Il y en a, 20 à 30 qui ont une forte notoriété. Oui. Et qui pourraient obtenir une appellation premier cru. Et qui font partie de la proposition qu'on a faite. Voilà. Alors vous me parlez de l'histoire, de la notoriété. Il y a d'autres aspects qui sont pris en ligne de compte ? Il y a des données qui sont aussi des données économiques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir démontrer qu'on vend un peu plus cher nos climats que nos appellations communales. Ah oui, ça c'est important. Ça. Ah, c'est très important. On va pas créer quelque chose. On va reconnaître une pratique, et qu'elle soit d'ailleurs viticole, de vinification ou de commerce. Tous les trois éléments sont pris en compte par les experts de l'INAO, par les commissions d'enquête, pour déterminer si on va avoir des premiers crus ou pas. Et vous pensez que vous allez pouvoir aboutir quand ? Nous espérons avoir les premiers crus à la récolte 2017. Ça sera dans le meilleur des cas, je pense. Élie, on est à la cave coopérative de Prissé ici. Coopérative, c'est le mot que vous avez choisi pour votre chronique aujourd'hui. Et oui, on va commencer par coopérative parce que dans le Mâconnais, c'est un mot extrêmement important. Une grande partie du vin produit ici l'est dans les coopératives, en fait. Et comment ça marche ? Alors, on va faire simple. Le vigneron cultive la vigne toute l'année, comme un vigneron qui a un domaine, sauf qu'au moment des vendanges, il amène son raisin. Et puis, la vinification, la mise en bouteille, la vente, elle va être faite pour tous les vignerons par une équipe technique, une équipe de commerciaux qui est pour tout le monde. Les décisions, elles vont être prises à la majorité et chaque coopérateur a une voix. Il faut dire qu'historiquement, le système coopératif, il est né il y a assez longtemps maintenant. Après la grande crise viticole de la fin du 19e, oui. Quand les vignerons allaient très mal, il a été mis en place pour aider les vignerons, on va dire, à reprendre le dessus. L'histoire retient que la première COP, elle est née dans l'Hérault en 1905 et elle a été inaugurée par Jean Jaurès. Voilà. Et les vignerons faisaient partie du mouvement des vignerons libres. Alors, ça donne un petit peu le contexte historique de l'époque. Et ça a marché, ça, alors j'imagine, vu ce qu'on voit maintenant. Alors, ça a marché et ça marche. Le système coopératif en France aujourd'hui, c'est à peu près la moitié du vin produit en France.
Et c'est quand même 6 milliards de chiffres d'euros par an pour l'année 2011, par exemple. Donc c'est pas rien. Alors, ça, c'est de la quantité. Ouais. En ce qui concerne la qualité. Il faut comprendre que pendant longtemps, les coopératives, elles existaient surtout dans un monde où on produisait de la quantité. La difficulté, ça a été quand il a fallu s'adapter à l'évolution du monde viticole et produire de la qualité. Parce que le système n'était pas forcément fait pour ça. Pourquoi ? Parce que pour tirer tout le monde vers le haut, il faut inciter à faire mieux. Il faut donc récompenser ceux qui font mieux. Sauf qu'il fallait, dans le système coopératif, une personne, une voix, que je vous expliquais tout à l'heure, que la majorité décide de donner plus à une minorité qui travaille mieux qu'elle, en gros. Voilà. Donc on voit que c'était pas forcément idéal. Ça s'est fait progressivement. Il y a eu un certain nombre de locomotives en France, en Alsace, dans le Jura avec la Coop d'Arbois, dans le Mâconnais aussi. Et puis la plupart des coopératives ont suivi le mouvement pour être aujourd'hui vraiment une part importante de la production de qualité en France. Et le paradoxe, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces coopératives, elles ont la taille parfaite pour exister dans la mondialisation du vin, parce qu'elles sont grosses et elles peuvent affronter les grandes sociétés de vin et d'alcool anglo-saxonnes ou d'Amérique du Sud par exemple. Et puis, elles ont aussi la taille pour discuter avec la grande distribution, ce qui est absolument primordial, parce qu'aujourd'hui, le vin, il est beaucoup vendu en grande distribution. Merci Lilian. De rien. Une autre spécificité du Mâconnais, ce sont les vins liquoreux faits avec des raisins très mûrs, voire pourris, du côté de Viré-Clessé. Ils ne sont que quelques vignerons à en faire encore. Parmi eux, un artiste, Jean Thévenet. C'est avec lui que nous avons rendez-vous. Voilà, ils sont beaux vos raisins. Hein. Alors, c'est des raisins magnifiques. Il y a quelques années que l'on n'avait pas vu ça. La maturité avance. Est-ce qu'on aura de la pourriture noble ou pas cette année? Je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que c'est la pourriture noble? La pourriture noble, c'est le botrytis qui se développe sur la peau du raisin et le raisin va devenir marron. Là, c'est un grain de raisin, oui, une grume, qui est atteint de pourriture noble. Notre pourriture noble se développe. Le petit creux indique déjà une perte un petit peu de volume. Et il va se dessécher en fait au fur et à mesure. Il va se dessécher encore, oui. Et ça vous intéresse? Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a des vins plus complexes comme ça et il faut se rappeler que c'est l'histoire. Alors racontez-moi cette histoire, c'est quoi cette histoire? Alors moi j'ai rien inventé, je ne fais que ce que mon père m'a appris, c'est-à-dire récolter des raisins mûrs et grâce à notre terroir, peut-être à notre microclimat, on a de la pourriture noble. Donc ce champignon se développe, le grain devient un petit peu marron et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut commencer de vendanger. Et alors ça va donner des vins différents de ce qu'on Des vins trouve. légèrement différents, qui ont plus de moelleux, plus de rondeur et qui seront beaucoup plus intéressants, beaucoup plus complexes, plus aromatiques. Et alors j'imagine qu'il faut des conditions particulières pour avoir ce type de raisin. Alors il faut des conditions particulières, donc un peu d'humidité, notamment en août. Alors on a été servi cette année. Maintenant on a un temps plus sec et un vent du nord. Donc je ne sais pas si la pourriture noble va se développer, on verra. C'est pas tous les ans? Non, c'est pas tous les ans. C'est souvent, mais pas tous les ans. Vous me donnez envie, vous me les feriez pas goûter vos vins? Avec plaisir, si vous n'en abusez pas. Promis. D'accord. On y va. Entendu. I'm just a country boy, drifting. Alors voilà, un Botrytis 1994, donc il a 20 ans. C'est la plus belle cuvée que j'ai faite. Et vous savez pourquoi c'est le plus beau? Comment vous l'expliqueriez-vous? Parce que je trouve que c'est le plus complexe. Le plus complexe que j'ai fait, bien équilibré, très riche, très concentré. Il y a plein de fruits confits, mais il reste une petite pointe d'acidité, de fraîcheur. Ouais. C'est l'équilibre du vin, ça. C'est étonnant. C'est une impression d'acidité. Wheat and cucumber, cucumber. Direction maintenant une entreprise qui conçoit du matériel vinicole comme de la haute couture. Tout est fait sur mesure, des petits accessoires qui, l'air de rien, changent tout pour les vignerons. Charles Ballot va commencer les vendanges dans quelques jours.
Pour le moment, il est en plein préparatif. Il faut que tous les petits détails soient réglés. Et parmi ces détails, il y a une histoire de tuyaux qui gêne en cuverie. C'est des tuyaux à vin donc, qui se trouvent au sol et qu'on veut faire passer sous le plafond pour avoir les sols toujours propres et puis toujours libres pour pouvoir laver, qu'on ne soit pas embêté. C'est Jean-Philippe Cortet qui est chargé de trouver la solution. En l'occurrence, un système de suspension parfaitement adapté à la cuverie du vigneron. Je fais juste un croquis, je donne les grandes lignes et puis les points importants. Puis mes collègues à la fabrication sont aptes à se débrouiller avec, quoi. Ils ont l'habitude de travailler comme ça. Quand c'est un projet complexe, on travaille sur plan. Direction ensuite l'atelier où sont réalisés tous les prototypes. Aujourd'hui, parmi les chantiers en cours, il y a la modification d'une table de tri trop étroite pour les caisses utilisées lors de la récolte. Jean-Luc Fichet et ses salariés ont décidé de lui adjoindre une trémie. La trémie, c'est cet outil-là, tout simplement. C'est pour vous expliquer comment on adapte notre matériel à la demande de nos clients, quoi. Voilà. Donc la caisse va vider sur cette table. Juste à côté, c'était un grand classique de la maison que s'attelle un autre salarié, l'ajout de crochets à une échelle. Une centaine de modèles similaires seront réalisés sur la période des vendanges. Aujourd'hui, on nous demande à faire des systèmes de crochets au-dessus des échelles de façon à sécuriser l'échelle. Alors, on en revient un peu comme la table, c'est tout individualisé, c'est-à-dire que le client il va dire moi je veux une échelle sur ma benne à vendange, il faut prendre la hauteur de la benne, moi je veux une échelle sur ma cuve, il faut prendre la hauteur de l'échelle. Et après, on réalise les crochets à la demande de chacun. Et notre souci, c'est que tout ça est en même temps pendant les vendanges. La plupart des solutions ne servent qu'à un client, mais régulièrement, certains articles les plus intéressants sont déclinés en série. Depuis ses débuts, il y a 30 ans, la maison en a créé 350. Each and cucumber, cucumber. Retour en Mâconnais. C'est là qu'officie Adrien de Iparraguirre. Ce jeune chef d'origine basque nous parle de ses deux passions, la cuisine et les vins. Il nous propose un accord avec une recette inspirée de la tradition bourguignonne. Adrien, vous n'êtes pas bourguignon, vous, d'origine? Pas du tout, je suis d'origine basque et sinon j'ai grandi à Paris. D'accord. Et donc ça veut dire que votre cuisine, c'est quoi? C'est un peu tout, quoi. On s'inspire pas mal du sud-ouest et puis on s'est aussi inspiré de pas mal de spécialités du coin. Et on a fait un mix de tout ça, quoi. En sachant qu'on fait tout maison, ça part du pain, de nos glaces, de nos sorbets, on fait aussi nos fonds. Je vous ai demandé de nous préparer une recette de cuisine, ouais. un plat fétiche entre guillemets. Qu'est-ce que vous avez choisi? Je vous ai fait des escargots, mais un peu à ma façon. Donc du coup là on est sur un plat du coin un peu revisité, parce que quand je suis arrivé ici je faisais pas forcément des plats du coin et les gens m'ont dit ouais ce serait pas mal que tu nous fasses des escargots à ta façon. Donc j'ai dit ok, j'ai dit mais on les fera pas en cassolette, quoi. Enfin moi ça me parle pas, ça. Ouais. Donc alors comment on fait ces fameux escargots? Déjà pour commencer on prépare un beurre d'escargot tout simplement, mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on y a rajouté un petit peu de gingembre pour amener de la fraîcheur, un petit peu de pastis, un peu côté sud, un petit peu d'origan encore, et on y a mis aussi du chorizo, côté un peu espagnol, basque. Ensuite on les farcit dans des petites pâtes qui s'appellent des calamaratas, on les passe au four 5 minutes et puis sous la salamandre 5 minutes histoire qu'elles gratinent. On fait à côté une émulsion de poitrine fumée. Et puis après on fait notre petite décoration avec des petits morceaux de poitrine juste passés à la plancha et on envoie ça comme ça. Alors vous avez une deuxième passion, c'est le vin. Comment c'est venu ça? En fait, j'ai rencontré ma femme, son père était vigneron. Il y avait 3 hectares à Saint-Amour. Donc juste à côté, hein, juste à dans côté, le Beaujolais. On est à quoi, 8 km de Saint-Amour. Ouais. Et donc du coup, il m'a formé de façon un peu autodidacte, quoi, en m'expliquant. Et puis je lui ai expliqué moi après ce que moi je voulais faire. Et du coup, depuis 2011, maintenant, on fait tous nos vins de façon naturelle, levure indigène. Donc vous faites votre propre vin maintenant, hein? Tout à fait, oui. Là, le millésime que j'ai vinifié l'an dernier, pour l'instant, il me plaît pas mal. Alors, du coup, on va parler d'accord mes vins. Votre plat avec des escargots, du chorizo et puis une émulsion de lard fumé, vous le serviriez avec quel type de vin? Donc là, moi, je partirais sur un pouilly fuissé quand même qui se tient avec un joli terroir, assez gras, pas trop marqué par le fût, il faut quand même qu'il y ait une belle longueur.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cet accord entre le Pouilly-Fuissé et puis votre plat? Donc là, on a quand même un plat où il y a quand même du beurre, il y a quand même de la poitrine, il y a quand même, c'est quand même un plat assez riche. Et la minéralité fait qu'en bouche, ça se passe plutôt pas mal. La minéralité casse un peu le côté gras. Et un pain plus sec? Un vin plus sec, on pourrait partir sur éventuellement un vin encore du coin qui est pas très loin et qui est très méconnu. On pourrait partir sur éventuellement aussi un Beaujolais blanc. Et alors votre plat avec un vin qui vient carrément d'une autre région, ça pourrait être quoi? Alors, je vais rester encore un peu chez moi. Là j'ai découvert récemment là, des Irouléguy blancs. Un rosé ou un rouge, ça n'irait pas avec votre plat? Il faut pas un vin qui soit trop boisé, assez sur le fruit, comme je dirais. Tout ça n'est qu'un aperçu du vignoble du Mâconnais. N'hésitez pas à venir ici pour en découvrir plus, les autres appellations, les autres vignerons, d'autres personnalités qui vivent ici. Pour nous, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous dans un mois, le 26 octobre, pour une balade à travers un autre coin du vignoble bourguignon.